Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Je suis repartie après, je suis retournée à Genève, à mon travail. Et puis, voilà, après, c'est vrai que j'avais aussi rencontré mon mari actuel. Qui est local, qui est... Ouais, tu l'as rencontré là-bas, ouais. c'est ça ? Je l'ai rencontré là-bas, ouais, il est de Lille. Et voilà, donc mais bon, à cette époque-là, tu vois... Je savais pas que c'était l'élu. On savait pas, voilà... Mais bon, quand même, il y avait ce truc où voilà, on est quand même resté beaucoup en contact. Et puis, de fil en aiguille, en fait, le contact se perdait pas. Moi, j'avais toujours contact aussi avec mes potes là-bas. Et puis, ça me trottait dans la tête, quoi. Je me suis dit, bah écoute, Anna, t'as 30 ans. Si t'as envie de changer de vie, en fait, c'est un peu maintenant, quoi. Tu vois, j'ai pas beaucoup d'engagement à Genève. Comme dit, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de crédit. C'est un peu maintenant ou jamais, quoi. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et parfois revenus. Aujourd'hui, nous mettons le cap à l'est du côté des Philippines, sur l'île de Siargao, en compagnie d'Anaïs. À la question « Quel est votre secret au succès ?», Salvatore Dali a dit « Offrir du bon miel à la bonne mouche, au bon moment et au bon endroit ». Cette question du bon moment et surtout du bon endroit est prépondérante chez les expatriés. Où sommes-nous ? Comment peut-on être au bon endroit pendant seulement un instant puis ne plus l'être du tout à coup ? C'est un peu l'histoire d'Anaïs, qui en terminant un voyage en backpack avec son ami de toujours en Asie du Sud-Est, fit une halte sur l'île inconnue du grand public, l'île de Siargao, dans l'archipel des Philippines. Un coup de foudre, une intuition, une envie folle et l'impression foudroyante d'être au bon endroit, au bon moment. C'est parti, décollage pour Siargao, Philippines. Je m'appelle Anaïs, j'ai 34 ans. Alors ça s'est fait progressivement, hein. Les Philippines, c'était un projet qui a commencé en 2014 lors d'une première visite de ce pays en fait en vacances avec une amie, sans arrière-pensée. Enfin, sans arrière-pensée, mais quand même un peu, je t'expliquerai après. On est parti donc en vacances quoi avec une amie. On est tombé par hasard sur cette île qui s'appelle Siargao. De recommandations d'amis, tu vois, parce qu'on avait à la base, on avait notre Lonely Planet qui ne parlait pas du tout de cette île encore. Et voilà, et on a des potes qui nous ont dit allez voir, il y a encore rien, c'est un vierge, en plus il y a du surf et tout. Et donc en fait, on a réussi à caler ça sur la toute fin de notre voyage. Et on y a passé rien du tout, on y a passé 3 jours. Donc c'était quasiment rien. Mais en fait, on a rencontré pas mal de gens là-bas et dont des potes de potes en fait qui étaient suisses, qui avaient déjà monté leur petite guest house. Et en fait à cette époque-là, avec mon ami, on avait un peu d'argent de côté, tu vois, des économies de nos premiers jobs, on va dire. Et on avait quand même déjà cette idée en tête d'investir quelque part dans une destination un peu sympa et de construire une maison de vacances. Ah oui, d'accord, donc vous partiez quand même pas de zéro, quoi. Oui, mais on savait pas que ça allait être là-bas, si tu veux. On pensait à Bali, voilà, on n'a pas pensé que les Philippines, ça pourrait être quelque chose. Et puis au final, si. Ouais, vous connaissiez l'Asie, du coup, avant ce voyage. D'où vient cet attrait pour ce coin du monde ? Ouais, bah, moi je connais pas mal, oui, on a toutes les deux pas mal voyagé en Asie du Sud-Est, surtout. Thaïlande, Indonésie, Cambodge, Inde, voilà. Et puis... je sais pas, il y a un attrait. Moi, en tout cas, il y a un attrait depuis des années. Je sais pas, il y a une attirance pour cette région du monde. Voilà. Et puis voilà, c'est vrai qu'on se disait que c'était quand même sympa. Ça pourrait être sympa quand même d'avoir un pied-à-terre quelque part là-bas.
T'avais déjà vécu à l'étranger à ce moment-là, ou tu savais du coup que tu étais prête à aller vivre à l'autre bout du monde? Non, pas du tout. Enfin, vivre à l'autre bout du monde, oui, pourquoi pas. Moi, j'avais déjà vécu pas si loin. J'avais vécu en Europe, j'ai vécu à Budapest, j'ai vécu à Londres et j'ai vécu 10 ans à Genève. Voilà, mais c'est pas non plus très exotique si tu veux. Est-ce que tu peux me parler de la personne avec qui t'es partie? C'est une de tes grandes amies, c'est ça? Oui, c'est une amie d'enfance que tu vois, on se connaît depuis le collège, on va dire, depuis la 6e. On s'est jamais quittés. On a 2 parcours totalement différents. Elle est ostéopathe, elle habite à Londres depuis 15 ans maintenant. Puis voilà, moi j'ai fait une école de commerce et tout, mais on s'est jamais quittés. Et puis on a toujours eu un peu des projets comme ça qui se rejoignaient finalement. Et on savait que ce genre de projet, on aurait aimé le faire ensemble. Donc. Est-ce que tu peux me parler de cette île? Et alors les Philippines, c'est le pays le plus proche des Philippines, c'est Taïwan. Donc si tu veux, c'est en dessous de Taïwan et au-dessus de l'Indonésie. Donc c'est dans le Pacifique. Et je dis des bêtises si je dis que c'est un pays hyper long composé de plein d'îles, ou je confonds avec l'Indonésie? Non, c'est totalement ça. Aux Philippines, il y a plus de 7000 îles différentes. Ah waouh, ok, d'accord. Et ils en ont encore découvert des nouvelles il y a pas si longtemps, tu vois. Ça c'est dingue. Vous voyez cette île, vous découvrez ce coin. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette île? En fait, si tu veux, quand on est arrivé là-bas, ça a été un peu la révélation parce que quand tu voyages pas mal et tout, tu recherches un peu ces destinations où c'est vierge, où t'arrives à avoir un contact facile avec les locaux, où finalement t'as pas de supermarket, t'as 3 guest house. Donc du coup, t'es immergé tout de suite, si tu veux, dans la vie locale. Et c'est ça qui nous a tout de suite plu. Le fait que il y avait quasiment rien de construit, tu te balades en moto, t'étais dans la jungle, il y a quasiment pas de route en béton. Pour manger, tu vas acheter ton poisson au marché. Tu vois, à aucun moment tu vas trouver quelque chose qui te rappelle l'Europe ou ton pays ou quelque chose que tu connais déjà. C'est grand comment comme île? Écoute, je me souviens plus combien de kilomètres carrés ça fait, mais tu peux faire le tour en une journée en voiture ou en moto. Donc tu vois, c'est vraiment petit. Mais oui, voilà, quand on arrivait là-bas, c'était ça, c'était waouh quoi, la nature, le Pacifique, les vagues, le temps, enfin tout était beau, il faisait chaud, l'eau elle est à 28 degrés. Sympa. Voilà, c'est paradisiaque si tu veux, c'est vraiment paradisiaque. Voilà, c'était un gros coup de cœur. Vous découvrez ça, énorme coup de cœur, mais c'était la fin de votre voyage. Alors vous voilà de retour en France, en Europe. Comment est-ce que du coup se passe votre réflexion? Parce que spoiler, vous y retournez quand même. Comment est-ce que ça se passe de votre côté et comment est-ce que vous décidez de la suite? En fait, on s'est dit, on a vraiment une intuition sur cette île et si on veut faire quelque chose, c'est maintenant. C'est maintenant parce que si tu veux, les prix étaient hyper bas encore pour acheter un terrain et tout. Donc l'opportunité, tu l'as saisie maintenant, sachant que dans notre tête, c'était dans 5 ans c'est fini en fait. Dans 5 ans ça va se développer, les prix vont exploser, etc. Tu vois. Donc t'avais quand même une dimension investissement quoi. Vous cherchiez quelque chose de pas trop touché, mais vous saviez qu'il y avait quand même un potentiel que ça décolle et que vous soyez pas les seuls à avoir trouvé ce petit paradis quoi. Ouais, tout à fait. Et donc si tu veux, avant de partir, on a quand même lancé la machine avec les contacts qu'on a fait là-bas. En 3 jours, incroyable. Ouais. Et en fait, quand on est parti, j'ai demandé à donc des amis là-bas de regarder des terrains pour nous par rapport au budget qu'on avait et voilà, et ce qu'ils ont fait. Donc en gros, ils nous ont proposé. Bon, c'était compliqué parce que tu vois, ils m'envoyaient des photos. Bon, photos. T'es un peu là, ok, mais bon, voilà. En plus, tu sais, c'est la jungle là-bas, donc quand on t'envoie des photos, t'es là, en fait, t'as un champ avec des palmiers. C'est dur de se projeter. C'est un peu difficile de se projeter, tu vois, même si c'est hyper excitant. Donc du coup, on a quand même dit ok, on garde, continue à nous envoyer et tout. Et puis je crois c'était peut-être 6 mois après, moi je suis retournée seule et puis j'ai visité ces terrains et on a décidé de se lancer sur un de ces terrains qui était le mieux placé, qu'on trouvait bien, qui était dans le budget et tout. Et puis quelques mois après, on a signé la vente.
grâce à nos contacts, hein, honnêtement, heureusement qu'on a des contacts là-bas, tu vois. C'est nos potes aussi qui nous ont recommandé une avocate pour faire le deed of sale et tout. Puis voilà, au bout d'un moment, en fait, ça y est, c'était fait. Il fallait envoyer les fonds, tu vois, toutes nos économies sur un compte aux Philippines. Enfin voilà, donc il y a eu un gros moment de doute aussi à ce moment-là, Ouais, tu vois. Mais genre, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, tu vois? T'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Puis là, on s'est dit, au final, parce que l'investissement était pas non plus, tu vois, je veux dire, on n'était pas en train de perdre 100 000 euros, voilà. Donc on s'est dit, écoute, franchement, on y va, on le fait. Il y en a d'autres qui l'ont fait, je vois pas pourquoi nous on n'y arriverait pas. Et donc on l'a fait, on a envoyé les fonds, et puis au final, tout s'est bien passé. Et ensuite, ça a pris un peu de temps pour retourner là-bas. Je crois que s'est écoulé encore deux autres années. Ah oui, d'accord. Vous avez acheté le terrain, et puis, enfin, vous avez pas pu y retourner. Pendant un petit moment, il s'est pas passé grand-chose sur le terrain, c'est ça que tu veux dire? Non, il s'est pas passé grand-chose. On avait nos potes qui nous ont aidés à nettoyer le terrain et puis à mettre une barrière, quoi, pour le délimiter, parce qu'il faut quand même délimiter au cas où, tu vois, tu sais jamais. Il y a d'autres gens qui arrivent et puis finalement qui vont te prendre des bouts de terrain et tout. En fait, l'objectif aussi, pourquoi je suis pas retournée avant, parce qu'on s'est dit, bon bah voilà, maintenant la prochaine fois qu'on y retourne, on va construire. Ouais. Donc pendant ces 2 ans, on a de nouveau, enfin, c'est moi qui ai commencé, donc moi j'ai remis de nouveau à fond d'économie pour pouvoir être sûr d'arriver à construire cette maison, quoi. D'accord. Et là, vous saviez ce que vous vouliez en faire de cette maison? Enfin, vous commenciez à avoir une idée si c'était encore votre petit pied-à-terre asiatique ou si vous alliez en faire un truc plus commercial? Honnêtement, non, on savait pas trop. On se disait les deux, quoi. Je veux dire, si on l'a et puis quand on y va, eh ben on la loue. Enfin, on reste dedans. Et puis après, bah, si on a l'opportunité de la louer pour des vacanciers, eh ben on le fait aussi, tu vois. Donc voilà. Donc moi à cette époque-là, je travaillais à Genève. Et comme ça faisait un petit moment que j'étais dans la boîte, que je m'entendais bien avec mon boss et puis qu'il était au courant de ce projet, je lui ai demandé de faire une année sabbatique pour aller construire cette maison. Il a dit oui. Trop bien. Ouais, super, génial. Enfin, heureusement, tu vois, encore une fois là, les planètes étaient alignées, quoi. Ouais. Et donc voilà, en 2017, je suis partie pour construire ma maison. C'est une maison avec une architecture très particulière. D'ailleurs, il y a 2 maisons. Maintenant, il y a 2 maisons. Il y a donc la mienne et celle d'Olivia, mon amie. D'accord. Ah, génial. D'accord, ok. J'avais pas compris que c'était comme ça. Vous êtes fait accompagner sur l'architecture, enfin la conception de la maison. On s'improvise pas constructeur de maison comme ça. Mais en fait, pas du tout. On l'a fait toute seule. C'est moi qui ai dessiné la maison. Et voilà. Et ensuite, si tu veux, j'ai trouvé ce qu'ils appellent au contracteur, quoi, maître d'œuvre. Mm-hmm. Et je lui ai montré les plans. Bon, j'en ai vu plusieurs, hein, bien évidemment. J'en ai vu plein pour faire des devis différents, voir un petit peu, tu vois, estimer quels matériaux, etc., comment faire. Et puis j'en ai trouvé un qui m'a dit oh super, ça me dit bien, donc pas de problème, on va trouver comment faire. À la base, ils avaient encore jamais construit une maison comme ça, si tu veux, parce que c'est donc une maison en A, donc c'est une maison qui a pas 4 murs droits et une porte, quoi, donc les murs sont obliques. Donc il fallait faire des postes en béton qui soient obliques, quoi. Donc c'est pas tout simple. Mais écoute. Ils sont hyper créatifs, hyper débrouillards de toute manière là-bas. Et donc, ils ont tout de suite trouvé des solutions. Le gars, le maître d'œuvre était hyper créatif, hyper impliqué. Ouais, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Donc, c'était super. Et puis voilà, moi, ensuite, j'étais sur le chantier tous les jours, du matin au soir, pendant 5 mois. Et puis voilà, ça s'est fait vraiment. Bon, bien sûr, il y a eu des petits couacs. Il a fallu retravailler un petit peu les idées parce que tout finalement n'est pas faisable. Faut être flexible, tu vois. Mais au final, tout s'est très bien passé et puis le résultat finalement est top. Donc j'étais très contente. Est-ce que tu peux nous décrire du coup cette maison, parce que moi j'ai vu les photos, notamment sur le compte Instagram. Pour ceux qui l'auraient pas vu, tu vois, genre si on ferme les yeux et qu'on imagine un peu le lieu, que ce soit ce fameux terrain et puis cette maison, enfin l'atmosphère qui s'en dégage, on va voir quoi, on va ressentir quoi. L'idée en fait, si tu veux, c'est que tu entres vraiment dans une espèce de petite jungle tropicale. Tout n'est pas bien rangé. Tu vois, l'herbe n'est pas coupée parfaitement comme un terrain de golf. Au contraire, on a voulu garder un espace un peu sauvage.
Donc, quand t'entres, tu vois beaucoup de palmiers, beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres. Et puis, tu découvres petit à petit, en avançant dans le jardin, tu découvres les maisons. Le terrain, il fait 1000 mètres carrés. Donc, c'est pas immense, mais si tu veux, étant donné qu'il y a que 2 maisons, ça laisse vraiment un bel espace nature. Et ensuite, tu découvres les maisons. Donc, les maisons en forme donc de triangle. Avec énormément de vitres. T'as même un petit aperçu, si tu veux, de l'extérieur au niveau de la mezzanine. Les fenêtres sont ouvertes, donc voilà, t'as vraiment cette ambiance toute ouverte. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'il y ait beaucoup de circulation naturelle de l'air à l'intérieur de la maison, parce que on refusait de mettre la clim, principalement par conviction environnementale, et puis par le fait qu'on voulait vraiment faire quelque chose de nature, quoi. Donc on a des ventilateurs, on a beaucoup de fenêtres et de courants d'air. Les maisons sont designées comme ça, tu vois, pour que ça circule. Et puis surtout un immense volume, si tu veux, un immense volume dans les maisons. La première maison, elle fait 80 mètres carrés et la deuxième, elle fait 120 mètres carrés. Donc tu vois, c'est quand même large. Et puis t'as besoin de beaucoup de volume en fait dans ces régions parce qu'il fait tellement chaud que dans un petit espace, tu survis pas, quoi. Bah justement, tu peux nous parler un petit peu de la météo. Est-ce que c'est assez constant toute l'année ou est-ce que tu as une différence entre les saisons ? Ouais, alors en fait, si tu veux, il y a 2 saisons principales qui sont, on va dire, la saison sèche, et la rainy season. Et donc en fait, après ça dépend. Là, honnêtement, avec les changements climatiques, c'est très difficile à prévoir, on va dire. Ça a beaucoup changé, ouais. Mais à la base, tu as 8 mois de saison sèche où vraiment il fait très chaud. Faut savoir, la température moyenne, c'est 27-28 degrés, tu vois, à l'année. La saison sèche, donc il pleut vraiment pas. Il y a des toutes petites vagues, sauf cas exceptionnel, de swell qui arrive sans prévenir, on va dire. Et après, t'as la saison des pluies, où là, alors, t'as vraiment 4 mois de pluie intensive, vraiment intense, ou même, tu vois, nous, on a des inondations sur le terrain, quoi. Ça fait des flaques et tout, c'est violent. Pendant la saison des pluies, il peut y avoir des typhons. Tu vois, tu te prends 2 jours de grosses pluies avec des vents hyper violents, mais les températures changent pas. Donc, même quand il pleut, il fait 26 degrés, tu vois. Du coup, te voilà avec ta maison construite sur ton terrain, ça a l'air canon, tu t'y projettes, tu t'y vois vivre assez rapidement. À quel moment est-ce que c'est Olivia, c'est ta copine ? Oui. Est-ce que elle décide aussi de tout plaquer et de venir avec toi pour monter ce projet, ou est-ce que t'es vraiment en mode bulldozer toute seule, peur de rien et t'y vas ? Olivia, en fait, elle était pas là pendant la construction des maisons. Pour Olive, ça a toujours été, si tu veux, plus un investissement que une vision à long terme de vivre là-bas. Donc ça, c'était clair dès le début ? Non, c'était pas clair dès le début, mais si tu veux, c'est venu au fur et à mesure. Tu vois, je suis restée là-bas 1 an. Au final, j'ai rencontré énormément d'expats. Il y a une grosse communauté d'expats là-bas. Et après, une fois que la maison a été construite, j'y ai vécu un petit moment. Et donc là, si tu veux, j'avais ma vie, mes potes, mon rythme et ma maison, quoi. Donc j'étais là, c'est génial, moi c'est la vie, moi je veux rester là toute ma vie en fait. Sauf que quand même j'avais des engagements auprès de mon travail à Genève, voilà. Et puis bon, c'est bien de rêver, mais bon au final. Tu vois, je me posais des questions, comment je vais faire ? Parce que si j'habite dans cette maison, ça veut dire que je peux pas la louer. Donc si je peux pas la louer, j'ai pas de revenus. Ouais. Donc, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est bien mignon, mais bon, voilà. Donc, je suis repartie. Après, je suis retournée à Genève, à mon travail. Et puis, voilà. Après, c'est vrai que j'avais aussi rencontré mon mari actuel et le père de mes enfants accessoirement aussi. Qui est local, Ouais, tu l'as rencontré là-bas, ouais. C'est ça ? Je l'ai rencontré là-bas, ouais, il est de Lille. Et voilà, donc mais bon, à cette époque-là, tu vois. Je savais pas que c'était l'élu. On savait pas, voilà. Mais bon, quand même, il y avait ce truc où, voilà, on est quand même resté beaucoup en contact. Et puis, de fil en aiguille, en fait, le contact se perdait pas. Moi, j'avais toujours contact aussi avec mes potes là-bas. Et puis, ça me trottait dans la tête, quoi. Je me suis dit, écoute, Anna, t'as 30 ans. Si t'as envie de changer de vie, en fait, c'est un peu maintenant, quoi. Tu vois, j'ai pas beaucoup d'engagement à Genève. Comme dit, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de crédit.
c'est un peu maintenant ou jamais, quoi. Et puis du coup, tu vois, après 7 mois de retour au travail à Genève, j'ai parlé à mon boss et je lui ai dit, écoute, en fait, je crois que je vais déménager là-bas. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis c'était donc en fin de mi-2018 que je suis retournée là-bas. Et voilà. Et puis ensuite, je faisais un peu de location, un peu j'habitais dans la maison, un peu j'allais chez mon mec. Enfin voilà, je me débrouillais comme ça. Et en 2019, on a lancé la construction de la maison d'Olivia. Ce qui simplifiait, j'imagine, du coup, d'un point de vue logistique, de pas avoir à partir, tu vois. Et oui, parce qu'en plus, j'ai repris les mêmes équipes, tu vois, avec qui j'avais déjà travaillé. Donc ouais, non, ça s'est bien fait. Et puis ensuite, voilà, de fil en aiguille. Après, moi, j'ai décidé de mettre ma maison en location tout le temps. Donc, on a construit une autre maison, plus petite maison, un peu plus loin, avec mon mec, où on habite, quoi. Sur le terrain toujours ou Non, sur un autre terrain, sur un terrain à lui, de sa famille. Et voilà. Et après, donc depuis, si tu veux, depuis 2019, les 2 maisons sont en location à plein temps. Voilà, toute l'année. Trop ouf. Ça me fait rigoler. Parce que je veux dire, à 30 ans, réussir à construire sa maison, déjà, c'est un gros truc. Toi, t'en as construit 3 à l'autre bout du monde. Ouais. Mais il y en a vraiment que 2 à moi. Celle d'Olivia. Non, bien sûr, mais enfin bon, t'as quand même participé au truc. J'imagine que t'as suivi ça de près. T'as des conseils à donner à des gens comme ça qui voudraient se lancer à l'autre bout du monde, que ce soit pour un investissement locatif, que ce soit pour refaire leur vie. J'ai pas l'impression, en tout cas, que tu laisses beaucoup de place au doute. Tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression que t'étais vraiment déterminée et que tu savais où t'allais. Je me trompe ou c'est comme ça que ça s'est passé? Ouais, en fait, si tu veux, c'était vraiment une intuition qui était hyper forte. Intuition que ta vie était là-bas, tu veux dire ou... Non, l'intuition que il fallait y aller, il fallait faire cet investissement et que ça allait marcher. Voilà. Et donc, si tu veux, à partir de là, au final, il y avait pas vraiment de doute. Parce que après je me suis dit écoute, ça marche pas. Enfin je veux dire, il y a toujours des possibilités de retour, rien n'est figé dans le temps, ça veut pas dire que tu vas rater ta vie, enfin voilà, mais par contre si ça marche, ça peut être énorme. Donc voilà, après des conseils pour un investissement à l'étranger, honnêtement, première chose, bien s'entourer de personnes qui sont déjà dans le pays en question, qui connaissent les lois, qui connaissent les fonctionnements, tu vois, rien que pour la paperasse, quoi, pour l'administratif, pour le légal, ça, faut vraiment faire gaffe. Réfléchir avec qui tu veux t'associer. Si tu dois t'associer avec des locaux, faut vraiment pas faire sur un coup de tête. Premier conseil, déjà, ne jamais s'associer avec ton mec local. Jamais. Ah ouais? Ah ouais. Et moi, tous nos potes, toutes mes potes à Chirgao m'ont dit la même chose. M'ont dit, construis ton truc, fais ton projet, fais ton business. Par contre, n'implique jamais de relation amoureuse dans ton business, en fait. D'accord. Parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Et puis surtout qu'aux Philippines, t'as besoin d'un local qui soit lui propriétaire du terrain et ensuite que toi tu puisses avoir l'usufruit. En gros, hein, je te fais en gros. Ce qui veut dire qu'en fait tu ne peux pas être toi propriétaire d'un terrain là-bas. D'accord ? Donc tu dois avoir une personne de confiance qui a son nom sur les papiers. Ah la vache, faut avoir super confiance quand même. Faut avoir super confiance. Après, tu vois, t'as des petites manœuvres à faire avec l'avocat et tout, machin. Mais quand même, cette personne, il faut... faut être sûr que la relation dans le temps, elle tienne, que Bien si sûr. après, il y a des intérêts financiers, que la personne soit satisfaite, voilà. Donc, qui dit mettre de l'émotionnel là-dedans, c'est très risqué. Et ensuite, pour ce qui est de la construction, c'est très simple. C'est être impliqué à 300% pour ne pas perdre d'argent et maîtriser son budget. Parce que moi, par exemple, tu vois, on avait un budget qui était quand même assez serré, quoi. Tu vois, je veux dire, notre argent, Olivia et moi, il vient juste de nos économies, hein. Donc, c'est pas, on n'a pas d'héritage, Tu peux dire si tu veux pas, il y a pas de problème, mais tu peux dire
une fourchette un peu de ce que ça représente justement comme budget ou... Ouais, pas de problème. Le terrain, donc on l'a acheté en 2014, on l'a acheté 30 000 €, donc 15 000 chacune. Et puis ensuite, moi, ma maison, ça m'a coûté 25 000 €. Celle d'Olivier, ça lui a coûté 40 000. Mais alors, pourquoi une telle différence entre le prix des deux maisons ? Simplement parce que moi, j'ai construit en 2017, et en 2017, l'île était encore peu connue, on va dire, au niveau des touristes, même au niveau local et national. Tandis que en 2019, c'était déjà l'explosion, si tu veux, ça a commencé à exploser en 2018. Donc en 2019, il y a eu énormément d'investissements, énormément de construction, énormément de tourisme. Donc tout a augmenté, le prix de la main-d'œuvre, le prix des matériaux et tout. Et donc tu vois, du coup, il y a eu une énorme différence entre les prix des maisons. Du coup, ce que je disais, c'est que il faut être impliqué, il faut pas tout déléguer aux constructeurs locaux et leur dire allez, vas-y, je viens toutes les semaines checker comment c'est, parce qu'en fait, t'es obligé d'être derrière eux tous les jours pour voir que ça avance, pour contrôler les coûts, contrôler les dépenses, contrôler que ce qui arrive, c'est bien ce que t'as commandé, etc. Et voilà, moi je connais pas mal de personnes qui finalement étaient pas si impliquées que ça sur le chantier. Et puis tu vois, ça a pris 1 an et demi à construire un truc qui aurait pu prendre 6 mois, tu vois. Donc voilà, être impliqué, donner de son temps, donner de sa personne, transpirer, enfin voilà, donner de soi, quoi. Ouais. Voilà, après, moi je dis ça parce que nous on avait un petit budget et puis on voulait contrôler, quoi. Mais bon, après, quelqu'un qui a plus de budget, forcément, t'es moins dans le contrôle, mais... Aujourd'hui, tu es donc mariée avec un local et je trouve ça super intéressant et je m'explique. On parle souvent, on est maintenant dans la saison 3 de French Expat, on parle souvent du fait en fait, que c'est difficile de tisser des liens avec des locaux, d'autant plus quand la culture est encore plus différente en fait. Je veux dire, bon voilà, moi par exemple je suis aux États-Unis, on a des cultures qui sont différentes mais pas aux antipodes de ce qu'on connaît en France. J'imagine qu'aux Philippines, ça peut poser des difficultés différentes. Tu peux nous raconter un peu comment t'as rencontré ton mec, ou bon, je sais pas si tu veux bien nous donner un peu quelques détails et nous parler peut-être, je sais pas, de la difficulté en fait, mais aussi du coup de la joie de vivre avec un local. Comment ça se passe? Ça va être vraiment une exclue parce que je déteste parler de moi et je déteste raconter ma life. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant de parler de relations de deux personnes qui sont vraiment, comme tu dis, aux antipodes niveau culturel. Et oui, c'est pas facile tous les jours. Mais comment ça s'est passé? Comment je l'ai rencontré? Écoute, c'était un ami d'amis, voilà. Et ça a tout de suite bien matché. Donc on était amis. Et puis après, c'est devenu plus. Vous parlez anglais du coup entre vous? Oui, on parle anglais, ouais. Ouais, on parle anglais. Et puis voilà, après, c'est vrai que je suis un peu tombée dans ce truc, finalement, d'amour, de vacances qui a duré, et qui finalement s'est jamais arrêté, tu vois. Ouais. Mais parce que moi, je voulais pas l'arrêter non plus. Moi, je suis aussi une grande rêveuse, grande idéaliste, tu vois. Lui, il m'a aussi beaucoup supporté dans mes choix, tu vois, dans mes choix de vie. Quand j'étais inquiète, tu vois, de quitter ma vie à Genève, parce que j'avais quand même cette sécurité. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, on trouvera toujours des solutions. Tu sais, eux, ils ont vraiment cette culture de vivre au jour le jour. Ouais. À la différence de nous ou de moi, par exemple, qui est toujours une vision, j'ai toujours un projet, quoi. J'ai toujours un truc, je pense toujours long terme, voilà, je vais faire ça, je vais mettre en place ça. Alors, mais eux, pas du tout, quoi. Eux, je veux dire, c'est si on a à manger pour le jour même, c'est bien. Ça, c'est quelque chose qui est bien et pas bien à la fois. Dans un couple, ça doit pas être facile de s'accorder, du coup, quand on a un qui pense toujours 3 steps plus loin. Ouais. C'est pas facile, et c'est pour ça que je te dis c'est pas facile tous les jours, parce que d'un côté, moi j'ai ce truc où je dis il faut qu'on fasse ça, pense à je fais ça maintenant, je lui explique que je fais ça maintenant parce que je prévois pour après. Mais si tu veux, lui, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à concevoir. Donc ça, c'est difficile, mais d'un autre côté, ça équilibre aussi un peu le couple, le fait que lui pense comme ça, parce que moi ça me calme un peu, si tu veux. Ça me fait un peu redescendre et me dire oui, effectivement, arrête de dramatiser, profiter du moment maintenant. Voilà, soit dans l'instant. Effectivement, il y a rien de grave. Ça sert à rien de stresser tout le temps de comment on va faire, etc.
Et du coup, c'est vrai que c'est agréable. Même si je dois t'avouer que c'est marrant, hein, parce que quand on est aux Philippines, moi, je suis beaucoup plus relax aussi. J'arrive à accepter ce truc de vivre au jour le jour, de pas avoir tout le temps des projets, des visions, tac, tac, tac. Par contre, là, depuis 1 an qu'on est en France et que du coup, je me suis un peu remis dans ce mode, tu vois, à l'européenne et tout, ça clash beaucoup plus. Que lui, il a pas changé de vision, si tu veux, mais moi, ma vision, toujours, comme tu dis, 3 steps ahead, elle s'est un peu accentuée, quoi. C'est pas facile, hein, n'empêche, hein, quand on rentre en fait là d'où on vient, là où on a grandi, on a en fait certains travers de la vie. Je sais pas si on l'a fait, mais en tout cas de trucs qu'on a essayé de laisser derrière nous, comme le fait d'être toujours spi, le fait de. Moi, je suis tout à fait pareil, donc je relate complètement à ce que tu dis. Du coup, les Philippines, c'est un peu la slow life. Oui. Enfin, là où on est, sur cette île de Siargao, oui. C'est tout à fait la slow life. Et si tu veux, il y a plein d'éléments liés à l'environnement qui font que t'es obligé de la vivre slow, ta life. Je te donne des exemples. Tout est très instable. Donc, on a des coupures de courant qui sont récurrentes sans arrêt tout le temps, tu vois. D'accord. Ça arrive sans prévenir, on sait pas combien de temps ça dure. Parfois ça dure 10 minutes, parfois ça dure 1 heure, parfois ça dure 24 heures, tu vois. D'accord, ah ouais, d'accord, c'est dur de s'organiser là-dedans, ouais. Voilà. Tu m'étonnes que tu peux pas faire de plan. Voilà, tu vois, tout est très difficile, donc forcément au début ça te saoule, et puis après en fait tu apprends à vivre avec. Tu apprends à vivre avec, tu te dis bah oui, c'est comme ça, il y a pas de courant, ma foi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on fait? On va à la plage, on va surfer, parce que si tu vas à la plage, il y a toujours du vent, donc déjà t'as moins chaud. Tu trouves des solutions, si tu veux, voilà, tu vis avec. Connexion Internet, c'est pareil, n'en parlons pas. Parfois, c'est bien, parfois, c'est insupportable, tu peux rien faire. Pour travailler, il faut aller plutôt dans des gros resorts qui ont des connexions un peu stables. Il y a plein de choses, si tu veux, qui font que t'es obligé de la vivre doucement, tu vois. Là-bas, les gens, ils te répondent pas du tac au tac. Tu peux avoir une réponse plusieurs jours après. Puis bon, tu vois, il faut s'habituer aussi, parce que une fois c'est oui, une fois c'est non. Après ça revient, finalement c'est oui. Et puis en fait 2 jours après c'est non. Enfin voilà, tu sais, il y a pas de constante, si tu veux. D'accord. Ou très peu. Donc t'es vraiment obligé de relativiser et de dire c'est comme ça. Ouais. Tu me disais que tu es maintenant maman de jumeaux aussi. Tu es devenue maman là-bas ou ici, du coup, là-bas aux Philippines ou en France? Aux Philippines. D'accord, ok. Alors, ouais. J'imagine que tu n'étais pas devenue maman en France avant, donc tu peux pas me comparer les deux, mais ça ressemble à quoi l'expérience maternité aux Philippines? D'autant plus que tu me disais que cette île est pas... je veux dire, quand tu t'y installais, t'avais pas de supermarché, t'avais... pas de route trop goudronnée et tout. Enfin, je veux dire, ça ressemble à quoi en fait l'accès à la médecine, ou est-ce qu'au contraire, comme un peu dans la lignée slow life, c'est tout très nature? Non, alors ça me dérange pas d'en parler, parce que il y a vraiment un truc, il y a des choses à dire. C'est vrai que sur l'île de Siargao, donc déjà t'as pas d'hôpital. Ah ouais, d'accord. Déjà, ça annonce la couleur. Il y a, et je rectifie, il y a un hôpital où éventuellement ils peuvent te recoudre si tu as un bobo au genou ou un truc comme ça. Mais il y a pas de... par exemple, tu peux pas faire une radio, tu peux pas faire une échographie. Si tu as une urgence, accroche-toi. Voilà. Donc, on a à 3 heures de bateau de l'île une autre ville qui s'appelle Surigao City. Qui est, si tu veux, la première grande ville où il y a des hôpitaux, il y a des ambulances, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé une gynéco là-bas. Donc, c'est des amis à moi qui m'ont recommandé cette gynéco. J'ai fait tout le suivi avec elle. Donc, c'est-à-dire que je prenais le bateau régulièrement, tous les mois, en fait, parce qu'elle m'a dit, avec des jumeaux, faut faire gaffe, machin. Donc, tous les mois, j'y allais pour faire les échos. 3 heures aller, 3 heures retour pour faire tes échos. Vache. Ouais, mais on restait une nuit, parce que en plus la joie du truc, c'est que en fait t'as un bateau pour y aller, mais il y a des bateaux que le matin pour revenir, donc tu es obligé de passer une nuit et d'en revenir le lendemain. donc voilà.
Et puis ensuite, quand on s'approchait de la date d'accouchement, donc moi, la gynéco, elle m'a dit direct, on programme une césarienne. Bon, après ça, je sais pas si je détaille ou pas, mais en gros, c'est l'histoire, c'est pas la grossesse, mais en gros, j'avais une césarienne programmée. Parce que c'est plus dans la culture, ou est-ce que c'est par rapport au risque des jumeaux ou... En fait, c'est dans la culture de faire de l'argent. Ah ouais. Ouais, parce que là-bas, tous les soins sont payants, tout est privé. Et donc, forcément, tout le monde me l'a dit, hein, honnêtement, ils encouragent à la césarienne parce que comme ça, la gynéco, elle prend un énorme cachet quand elle fait l'opération, tu vois. Comme ça, elle peut dormir la nuit, elle programme le truc. Surtout si elle voit que c'est une étrangère, et ben voilà quoi. Tu vois, les locales, de toute manière, elles accouchent naturellement, à la maison. Mais là, en fait, si tu veux, elle m'a mis un coup de pression en me disant, c'est des jumeaux, on prend pas de risque. Et puis moi, j'ai dit, oui, c'est clair. Moi, je veux prendre aucun risque, surtout que je sais que je vais accoucher ici, tu vois. Donc, je m'en foutais. J'ai dit, ok, go, on fait la césarienne. Moi, je fais le plus safe. Ouais. Donc voilà, donc on y a été, si tu veux, 3 semaines avant. Et on a trouvé une petite maison dans laquelle on restait en attendant. Et puis voilà, elles m'ont fait la césarienne. Ça s'est très bien passé. Et voilà, il y a les 2 petits crabes qui étaient là quand je me suis réveillée. et puis voilà, après c'était super rock'n'roll pendant 6 mois. Mais on s'en est sortis. Maintenant ils ont 2 ans et demi, ils sont en pleine forme. Ils parlent français, anglais. Donc voilà. Mais ouais, en fait, si tu veux, je suis restée aux Philippines parce que j'aurais pu rentrer en France et accoucher, etc., pour être plus safe ou être près de ma famille française. Mais le problème, c'est que David, mon mec, il pouvait pas venir. Il aurait pas pu venir. Ah ouais, pourquoi ? Parce que, parce qu'on n'est pas mariés, parce qu'on n'avait pas encore les enfants, et parce que pour un Philippin, avoir un visa pour la France, c'est un truc de fou. C'est le parcours du combattant. Ah, il faut un visa, il peut pas venir faire un truc touriste 3 mois. Ah non. Non, mais tu sais, nous, on se rend pas compte de la facilité que. Ah ouais, on a un passeport hyper puissant. On va partout, on nous met un tampon et ça y est, allez-y. Eux, tous ces pays-là, mais les gars, il faut qu'ils aient des entretiens, il faut qu'ils passent des tests, il faut qu'ils aillent 8 fois à l'ambassade. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est un process de 6 mois pour avoir un visa. Ah ouais, la vache. Ah ouais. Ah, d'accord. Donc si tu veux, pour moi, j'allais pas retourner en France, accoucher avec le papa pas là, et puis après quoi, en plus, je peux pas prendre l'avion avec 2 bébés, c'est impossible légalement. Donc en fait, tu vois, légalement tu peux pas. Tu vas avoir un adulte par enfant ou? Ouais. Tu peux pas prendre l'avion avec des bébés de moins de 3 ans si t'es seul. Donc voilà, donc pour moi c'était hors de question que j'aille en France et que mon mec soit pas là. Enfin non quoi, tu vois, je vis pas ça seule. On est à 2, tu vois. Donc, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je suis restée aux Philippines et puis. Mais là encore, tu vois, j'ai l'impression que t'as pas eu peur. Genre, ok, l'hôpital est à 3 heures de la maison, bah ok, cool, je vais avoir des jumeaux, ça va être cool. T'as pas eu de doute, où t'as été tout de suite en paix avec ton choix. Non, j'étais stressée, mais j'ai décidé de pas trop m'angoisser parce que ça sert à rien. J'ai décidé de faire confiance. De me dire aussi que j'avais beaucoup d'amis là-bas qui avaient déjà accouché. Ouais, c'est rassurant aussi d'entendre des gens pour qui ça s'est bien passé. Voilà, et qui ça s'était très bien passé. Enfin, je veux dire, il y a des milliers de Philippinas qui accouchent aux Philippines tous les jours. Tu vois, je vois pas pourquoi. Quelle est la différence entre elle et moi, quoi. Au final, voilà, je me suis juste dit, en fait, faut arrêter de stresser. Hein. Après, j'avais pas mal de personnes en France qui s'inquiétaient, on va dire, pour moi. Et qui me disait mais rentre en France, pourquoi tu fais en plus t'auras plus de soins, en plus des jumeaux, il y a beaucoup plus de risques, machin. Mais non quoi, non, pour moi c'était hors de question que je sois loin du père et que en plus j'ai aucune idée de quand est-ce que j'allais pouvoir rentrer aux Philippines avec les petits quoi. Ouais, c'est un coup passer comme tu dis 6 mois loin de l'autre, les 6 mois en plus tu deviens parent, enfin c'est hyper dur. Non, c'est pas possible. Ouais. Donc voilà, j'ai décidé de faire confiance et t'as eu raison. Et voilà, j'ai eu raison parce que ça s'est très très bien passé.
C'est quoi le rapport à la maternité aux Philippines ? Tu sais, il y a des pays qui sont très... on crée une bulle autour de la mère et des enfants pendant, je sais plus, les 3 premiers mois. Il y a des pays qui sont... il faut... je sais pas, ça se dit pas en français, si, arracher le sparadrap, enfin, tu vois, et reprendre la vie normale très rapidement. Il se situe où aux Philippines ? Est-ce qu'il y a une tendance ou est-ce que ça dépend vraiment de là où t'es ? Vraiment, alors là-bas, faut savoir que, tu sais, les enfants, les bébés, c'est sacré. C'est un pays qui est très, très catholique. Les femmes ne prennent pas de contraception quand elles sont jeunes et commencent à prendre des contraceptions quand elles ont déjà eu des enfants. D'accord. C'est ça, le rouage là-bas. C'est-à-dire que t'as déjà eu des enfants, alors tu peux prendre la pilule ou tu peux prendre un stérilet. Mais par contre... Genre, c'est dans la loi ou c'est dans les mentalités en général ? Les mentalités, c'est Ouais. les cultures, la tradition, si tu veux. D'accord. L'avortement est interdit. Voilà, les bébés, c'est vraiment sacré. Avoir un enfant, être enceinte, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Donc, on prend très, très soin de la femme enceinte. Moi, j'ai des petites anecdotes quand j'étais enceinte qui m'ont fait mourir de rire, si tu veux. La mère de David, elle me disait, quand tu dors, tu dois porter un t-shirt noir pour éloigner les mauvais esprits, toujours. Donc en fait, le soir, si un soir elle me voyait que j'allais me coucher et que j'avais pas un t-shirt noir, elle venait m'engueuler, tu vois. Elle disait Anna, il faut que tu mettes ton t-shirt noir et tout, c'est dangereux, machin. Et puis là-bas, ils sont très très superstitieux et les mauvais esprits, ils appellent ça les wak-wak. Et donc les wak-wak, ils peuvent être ça peut être un chien, ça peut être un oiseau, ça peut être une personne, tu vois. Et donc voilà, pour pas laisser entrer les wak-wak, tu dois toujours dormir avec la fenêtre et la porte fermée. Donc autant dire que ça a été la guerre parce qu'il fait 850 degrés et moi je dors avec la fenêtre ouverte, tu vois, c'est pas moyen. Et puis donc elle me disait non, tu dois fermer la fenêtre. Sinon il y a aussi elle accroche de l'ail au-dessus de ta porte, enfin de la Comme pour les sorcières, quoi. Voilà. Voilà, beaucoup de superstitions. Ils voulaient pas que je conduise la moto, le scooter, voilà. Et puis après, bien sûr, quand les bébés sont là, oui, c'est le miracle de la vie, quoi. Donc, tu vois, c'est tout pour les bébés. Non, il n'y a pas de truc de couper le cordon ou de enlever le sparadrap, je sais plus comme tu disais, mais non, c'est vraiment les bébés en premier, quoi. La santé des bébés, le bien-être des bébés en premier et de la mère, d'ailleurs. Très important, ouais. Une des questions que je pose à tous mes invités à la fin des épisodes, c'est s'il y avait un conseil que tu pourrais te donner à ton toi de il y a du coup 6-7 ans, la première fois que tu as débarqué sur l'île, ou au début, enfin tu vois, de toute cette aventure, tu te conseillerais quoi ? Tu te dirais quoi ? Moi, je sais que mon plus gros problème, au final, c'est que je suis quand même une sorte de bulldozer qui, finalement, je souhaite mettre des choses en place. Et je souhaite les mettre en place vite. Enfin, pas vite, mais étant donné que j'ai envie que ça se mette en place, j'ai envie que ça aille vite. Le problème que j'ai, c'est qu'au final, je prends pas assez le temps de bien tout réfléchir, tu vois. De poser un petit peu les choses, de prendre un peu plus le temps de poser les choses, de réfléchir, de se dire, voilà, est-ce que tu es sûr que ça, c'est la meilleure solution ? Est-ce que tu es sûr que ça, c'est la meilleure option ? Donc, je dirais prendre quand même un petit peu plus de temps à poser les choses, réfléchir quelles sont les meilleures options. C'est bien de se lancer, mais c'est quand même bien aussi de réfléchir un petit peu plus à ce qui va se passer, comment ça va se passer et comment tu peux vraiment optimiser au max les choses. En fait, j'ai l'impression que les Philippines, toute ta vie là-bas, ça t'a appris un peu à lever le pied, non ? À ralentir un peu le rythme, à équilibrer peut-être un peu ton rythme, non ? Oui. Ouais. C'est assez vrai. D'autant plus que tu vois, pendant finalement quasiment 3 ans là-bas, 2 ans et demi, j'avais une vie qui me convenait bien, et un peu la vie de rêve où au final je vivais que de la location des maisons. Et voilà, après j'étais avec mon mec, on avait notre maison, on va surfer tous les jours, on voit les potes, on s'occupe des gosses, et puis... La vie est belle. Voilà, c'était cool, quoi. C'était cool. Après, donc là, oui, j'ai levé le pied parce qu'au final, mais après, attention, hein, c'était un revenu qui nous permettait d'avoir une vie bien simple là-bas.
C'est pas des revenus qui me permettaient d'aller me prendre des billets d'avion pour aller à Bali tous les jours, tu vois, pas du tout. Donc en fait, si tu veux, oui, j'ai calmé le rythme en appréciant la vie que j'avais là-bas et en appréciant cette vie simple où au final t'as pas besoin de grand chose pour être heureux et ce que t'as, ça te convient. Ouais, j'étais vraiment heureuse de ça. Ouais. Est-ce que tu as une idée de à quoi ressemblerait ta vie si t'étais pas partie ? C'est une super question. En fait, je pense que je serais ailleurs, mais je serais plus à Genève non plus. J'aurais bougé, ça c'est sûr, j'aurais fait autre chose. J'espère pour moi-même, pour mon autre moi-même, dans un univers parallèle, que j'aurais décidé aussi de faire quelque chose dans l'entrepreneuriat. On va dire que j'aurais quand même osé me lancer seule dans un projet. Et puis voilà, mais je pense que dans tous les cas, j'aurais quand même suivi mon instinct sur sur quoi que ce soit d'autre. Donc ouais, si c'était pas les Philippines, ça aurait peut-être été ailleurs, je ne sais pas. La dernière question, c'est est-ce que tu pourrais nous faire découvrir ton lieu d'expatriation ? Est-ce que tu pourrais nous inviter là à passer une journée avec toi sur Siargao et nous raconter, voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on va goûter, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va sentir, qu'est-ce qu'on va ressentir ? Fais-moi rêver. C'est marrant que tu me poses cette question parce que quand j'y pense, y a plein de petites choses comme ça qui sont un peu indispensables à mon quotidien là-bas et qui me manquent énormément, tu vois. Nous, là où on habite, c'est hyper calme. Donc, le matin, tu te lèves, t'as une vue sur de la verdure incroyable, des palmiers, t'entends les feuilles des manguiers qui bouge un peu comme ça avec le vent. Tu vois, t'as cette odeur de chaleur un peu et d'humidité. T'entends les coqs le matin. Alors ça, c'est un truc aussi. T'es réveillé avec les coqs. Nous, souvent, ça dépend des marées, mais tu vois, la journée, elle commence souvent avec le surf. Donc, on va se lever, on va aller surfer. On prend un petit café, on va aller surfer direct. Et puis après... Quand tu sors du surf, les rues elles sont bien plus animées, donc t'as les petites carinderia, ce qu'on appelle les carinderia, tu sais, c'est ces petites guinguettes au bord de la route où t'as les locaux qui font à manger. Donc là, qu'est-ce que tu vas sentir ? Ma foi, tu vas sentir beaucoup de barbecue. Donc tu vois, ils font des petits, je sais pas, du poulet au barbecue. Après, ils font beaucoup de soupe aussi là-bas, c'est très bon. Par exemple, t'as de la soupe de pumpkin avec du lait de coco, hyper bon, ouais, avec des sortes de lentilles. Oh là là, c'est tellement bon, ça c'est vrai que c'est hyper bon. Après, c'était plutôt sucré. T'as les petites mamas qui font au bord de la route ce qu'ils appellent les pannes des cocos. C'est du pain avec à l'intérieur, c'est fourré à la noix de coco. Puis tu manges ça, c'est encore un peu tiède comme ça fume. C'est hyper bon. Voilà. Ensuite, écoute, je te prendrai avec moi pour aller certainement faire un check-in ou un check-out au Triangle. Là, j'en profite, tu vois, pour checker un peu que tout va bien. Même parfois, je fais un peu le jardin. Moi, j'ai une passion pour le jardin, donc c'est un truc que j'adore faire. Moi-même, tu vas te faire plaisir là-bas avec la. Ah ouais, non mais c'est hyper florissant. Et puis non mais surtout que là-bas c'est magique. Tu caches une branche, tu la plantes, tu reviens une semaine après, ça a poussé. Ah ouais, incroyable. Je te jure, c'est incroyable. Donc ça c'est un bonheur. Et puis voilà. Ensuite, tu vois, tu croises des amis, je sais pas. Après coucher de soleil, tu vas sur la plage, ou alors tu te refais une session de surf au coucher de soleil. Après un petit apéro avec les potes. Et puis le soleil tombe très tôt là-bas, tu vois, à 6h30, il fait nuit. Ouais. Ouais. Donc les gens vivent pas trop le soir ? Les gens se lèvent plutôt tôt le matin ou... Ouais. Bon, après les touristes, ils font la fête et tout. Il y a plein d'endroits pour faire la fête, il y a plein d'endroits pour faire des restos, voilà. Mais c'est vrai que les locaux, vivent plus avec le soleil, le rythme du soleil. Donc le soleil se couche tard, donc tu sais que voilà, à 6h30, 7h, on mange, on chill. Et puis t'as là, alors, à cette heure-là, t'as les bruits, t'as des grillons là-bas, c'est un truc de fou, le bruit que ça fait.
C'est hyper bruyant, mais c'est beau, enfin c'est doux, c'est pas agressif comme bruit. Donc t'as ça, et puis il fait toujours très doux. Bon, par contre, tu te fais dévorer par les moustiques, surtout en tant que touriste. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis voilà, tout doucement, tu vas te coucher, et puis à 4h du mat, tu vois, t'as le soleil qui se lève, donc 4h, 5h. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette balade au cœur de l'archipel des Philippines en ma compagnie et celle d'Anaïs. Et un grand merci bien entendu à Anaïs d'avoir partagé son histoire. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, retrouvez la communauté de French Expat, le podcast, sur tous les réseaux sociaux. On est à peu près partout. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter et même Mapster. N'oubliez pas qu'on est toujours au taquet pour suivre vos recommandations. Alors n'hésitez pas à réagir en écoutant l'épisode et tous les épisodes de French Expat en téléchargeant l'application Tumult, sur laquelle vous pouvez nous laisser vos réactions, vos commentaires, ce que vous en avez pensé et vos idées. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous remercie encore d'être là chaque semaine et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode.